Europe 1 matin. Allez, le club de la presse Europe 1 pour commenter, décrypter l'actu politique avec nous ce matin. Eugénie Bastier, c'est journaliste au Figaro Vox. Bonjour Eugénie. Bonjour Dimitri. Olivier d'Artigol, également chroniqueur politique. Bonjour Dimitri. Olivier. Alors il parle. Le président de la République, torrent de mots, d'entretien, télé, presse écrite, 13h-20h, pif gadget, Le Parisien. La presse régionale challenge l'opinion, Financial Times. D'un excès à l'autre, écrit Arthur Berda dans le Figaro ce matin, Eugénie Bastier, puisqu'en effet, après avoir déserté la scène intérieure, Emmanuel Macron est omniprésent depuis 10 jours. Question que l'on peut se poser. Est-ce que vous considérez que ça paye politiquement ? Est-ce qu'il va récupérer un peu du capital qui a fondu pendant la crise des retraites en prenant comme ça massivement la parole ? Il considère qu'il a touché le fond de la piscine en ce qui concerne l'impopularité et qu'aujourd'hui il ne peut que remonter en essayant de saturer l'espace médiatique. Et c'est vrai que ce président qui avait fustigé jadis la présidente bavarde de François Hollande, désormais répond à un tapis de bombe médiatique sur l'opinion, essayant de tout saturer. Je ne suis pas sûre que ça imprime. En tout cas, il essaie de conjurer le spectre de l'immobilisme, de la chiracisation qui avait été, souvenez-vous, au lendemain de cette crise des retraites, était annoncé comme un danger majeur qui guettait son second quinquennat. La question, c'est la disjonction entre ce flot de paroles et les actes concrets et la ligne politique précise que suit le président de la République. On a du mal le problème de fond subsiste, c'est-à-dire l'absence de ligne politique claire. Ah bah tout de même, réindustrialisation, attractivité, défense des classes moyennes par des baisses d'impôts, il y a quand même quelque chose, il y a quand même une ligne directrice. On retourne un peu aux sources du macronisme de 2017, un peu quand même, non ? On retourne aux sources du macronisme, mais avec toujours ce « en même temps » incarné par la Première ministre, on va peut-être en parler, Elisabeth Borne, qui incarne... qui est l'incarnation même de ce « en même temps », avec cette idée que on doit toujours donner un coup à droite, donner un coup à gauche. Et effectivement, un flot de mesures dont on a du mal à saisir la cohérence. Par exemple, prenons l'annonce de la baisse de 2 milliards d'impôts sur les classes moyennes. Comment sera-t-elle financée ? On n'en sait pas beaucoup plus. Et moi, ce qui m'a frappé, c'est... l'intendant suivra. L'intendant suivra, voilà. Mais l'interview qu'il a donnée à l'opinion est très intéressante, puisqu'il dit que les Français, finalement, ont déréalisé les finances publiques, notamment à cause du quoi qu'il en coûte. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus conscience de la valeur de l'argent public. Simplement, qui a mis en œuvre le quoi qu'il en coûte, c'est lui-même. Et qui annonce le lendemain une baisse de 2 milliards d'impôts pour les classes moyennes, c'est lui aussi. Donc la déréalisation, elle est aussi du côté de l'exécutif. Olivier d'Artigol, moi je constate une chose, c'est que malgré tout, ça marche un peu quand même, cette prise de parole massive du président, parce que les oppositions, on n'en parle plus. Il est où Jean-Luc Mélenchon ? Où est Marine Le Pen ? Le contre-gouvernement, le cabinet fantôme DLR, tout le monde s'en fiche. Donc malgré tout, ça fonctionne quand même. Nous allons voir si ça fonctionne. D'abord, est-ce que cette stratégie de saturation de l'espace politique va permettre, pour reprendre l'image d'Eugénie, le coup de talon au fond de la piscine ? Puisque 2 20h, 1 13h en moins d'un mois, la querelle d'entretien que vous avez rappelé dans différents journaux, avec la volonté de passer à autre chose, pour reprendre ce terme qu'on a déjà utilisé et commenté ici. De tourner la page. De tourner la page, de changer de séquence, comme on dit. Le seul problème, c'est qu'il faut avoir des choses à annoncer. Si on s'arrête sur ces 2 milliards de baisse d'impôts pour les classes moyennes, d'abord on découvre que la classe moyenne dans le monde macroniste commence à 1 500 €. Donc c'est une paupérisation des classes moyennes, alors que le SMIC est aujourd'hui à un peu moins de 1 400 €. Je suis même pas sûr qu'on paye des impôts à 1 500 €. Non, mais vous vous rendez compte, c'est-à-dire que pour lui, dans sa configuration des classes moyennes, ça commence à 1 500 €. Il renvoie la réalité de cette annonce quand la trajectoire budgétaire du pays le permettra. On comprend donc que c'est pas pour la prochaine loi des finances. Et surtout, les calculs qui sont faits concernant cette classe moyenne feraient que cette annonce, c'est 50 € par an. Je dis bien par an. Donc voilà, aujourd'hui... Et par français, par ménage, oui, bien sûr, et par contribuable. Ouais. Par contribuable. Donc on voit bien qu'il y a une difficulté, et puis un angle mort dans l'ensemble de cette saturation médiatique. La question politique. Avec quelle majorité au gouvernement ? Avec quel gouvernement ? Avec quelle incarnation à Matignon pour passer à autre chose ? Là-dessus, ce président qui parle beaucoup est sans mots sur la donnée politique. Alors justement, phrase à retenir d'hier soir, je pense que ça ne vous a pas échappé, Eugénie Bastier. Je suis très fier d'avoir nommé Elisabeth Borne il y a 1 an. Voilà, ça fait longtemps qu'Emmanuel Macron n'avait pas parlé de sa première ministre. Tiens, autre fait, je trouve intéressant, c'est Cécile Cornudet des Échos qui le mentionne ce matin. Elle note que Bruno Le Maire se remet à faire des émissions télé le dimanche, ce qu'il ne faisait jamais avant pour préserver sa vie de famille. Bon, règle numéro 1 des ambitieux, savoir être là, savoir se montrer. Croyez-vous sincèrement, Eugénie, qu'il y a un scénario de remplacement imminent
Elisabeth Borne? Pas imminent, mais effectivement, c'est dans... Parlez face au micro, s'il vous plaît. Pardon. Pas imminent, mais c'est effectivement dans les tuyaux. Mais on voit qu'il y a de l'eau dans le gaz entre la Première ministre et le Président de la République. Mais à quoi vous le voyez, ça? Il y a eu plusieurs couacs. Il y a eu quand même le couac sur la loi immigration, souvenez-vous, où Matignon annonce un report de la loi immigration qui est démenti quelques jours plus tard par l'Élysée et par Gérald Darmanin. Mais vous pensez que c'est une dissension de fond, ou bien c'est sur une question de méthode ou d'agenda? Quand même, sur la méthode, on a une Elisabeth Borne qui, après la réforme des retraites, plaidait pour un apaisement politique, donc qui est l'inverse du tapis de bombe médiatique que l'on a aujourd'hui et de la réforme à tout crin. Et le président de la République qui derrière, dit on va réformer, on va pas s'arrêter, on continue. C'est reparti comme en 14. Comme en 17. Comme en 2017. Et comme en 2017. Et donc oui, il y a quand même une dissension de fond, effectivement, entre une première ministre qui quand même vient des rangs de la gauche, plaide plutôt pour l'apaisement, pour la réconciliation. Macron aussi vient des rangs de la gauche. Oui, mais il a quand même un... Enfin, vous écoutez, ils ont tous fait le discours à la fête de l'humain, il faut quand même... Il a pris conscience, Emmanuel Macron, que son électorat s'est considérablement droitisé. Et il y a quand même... Le vice originel de cette nomination d'Elisabeth Borne, c'est que Emmanuel Macron a nommé une première ministre de gauche, alors que Jean Castex venait de la droite, alors même que son électorat s'est considérablement droitisé. De la même manière, il a nommé Pape Ndiaye au ministre de l'Éducation nationale après Jean-Michel Blanquer, alors même que son électorat s'est droitisé. Et c'est ça le vice originel de ce second quinquennat. Alors Pape Ndiaye, semble-t-il, est un choix d'Elisabeth Borne, raconte Bérangère Bonte dans son livre La Secrète, consacré à Elisabeth Borne. Olivier d'Artigol. Mais sur la question politique, sur le remplacement ou pas d'Elisabeth Borne à l'issue des 100 jours, vers le 14 juillet ou à l'automne après les sénatoriales, le macronisme a un vrai problème régulier d'ailleurs, de bande de touche. C'est-à-dire quel est le profil qui permettrait aujourd'hui de résoudre l'équation politique qui consiste à faire rentrer dans la majorité relative présidentielle 35 députés LR. Parce que la ligne de flottaison est là. Sauf que la droite, il faut se mettre dans sa situation, qui fait donc ce cabinet fantôme pour essayer de montrer qu'ils ont justement, eux, le banc de touche. Pourquoi il n'y en a pas à la NUPES d'ailleurs, de cabinet fantôme? Ça pourrait être une bonne idée. On n'est pas le... Je sais que vous n'êtes pas NUPES. Je sais que on peut parler du Conseil national de la résistance, mais il y avait quand même un niveau politique, une ambition pour le pays, qui consistait pas simplement à se faire prendre en photo avec Elon Musk. Concernant ce qui s'est passé hier, vous verrez qu'il y a un grand numéro d'acteurs studio sur les photos d'Emmanuel Macron avec Elon Musk, mais aussi de Bruno Le Maire qui a fait des photos d'une magnifique, vraiment. Allez voir ça sur les comptes Twitter, c'était un concours acteurs studio. Mais vous voulez... Attendez, j'ai perdu le fil de ce que vous me disiez. Sur la réindustrialisation, c'est intéressant parce que Emmanuel Macron, hier, donc avec tous les patrons invités à Versailles, etc., voulait montrer finalement là où il est bon, là où il réussit, c'est-à-dire l'économie. Il dit voilà, ça personne ne peut me l'enlever. J'ai inversé la courbe du chômage, c'était la promesse de François Hollande pendant son quinquennat précédent. Actuellement, c'est vrai. Souvenez-vous, on ne parlait que de ça pendant le quinquennat de François Hollande, l'inversion de la courbe du chômage. Personne n'y arrivait. Il l'a fait. Mais je pense que le problème fondamental, là, c'est que vous vous souvenez dans les années 90 de ce slogan de la campagne de Clinton face à Bush, c'était It's the economy stupid, c'est-à-dire c'est l'économie qui dirige le monde et c'est par l'économie qu'on va convaincre les gens de voter pour nous. Et ça n'est plus vrai. Ce n'est plus vrai. L'économie ne suffit pas. It's not the economy stupid, c'est le nouveau. Oui, mais avec un problème. C'est-à-dire que même quand on réussit économiquement, effectivement, c'est le cas sur le chômage, eh bien ça ne suffit pas parce qu'on n'emmène pas un pays quelque part dans une direction. Et c'est assez frappant parce que, souvenez-vous, il y a encore quelques années, on ne parlait que de l'inversion du chômage. Emmanuel Macron l'a fait et ça ne suffit pas. Oui, mais attention, parce qu'il y a la grande messe versaillaise hier. Mais dans les territoires et quand on lit la presse quotidienne régionale, il n'y a pas une semaine sans qu'il y ait une annonce concernant des pertes et des suppressions d'emplois. Et le déficit commercial, le déficit commercial de marchandises manufacturées a enregistré un record en 2022 en atteignant 80 milliards. Oui. Ça veut donc dire que la désindustrialisation, elle est toujours aujourd'hui une réalité dans notre pays. Merci à tous les deux, Olivier d'Artigol, Génie Bastier, bonne journée à vous. Tiens, n'oubliez pas ce rendez-vous, c'est à midi, 12h-13h, chez Romain Desarbres, Europe 1 midi. Jordan Bardella, face aux auditeurs d'Europe 1, vous souhaitez l'interpeller, vous avez des questions à lui poser, n'hésitez pas. L'antenne vous est ouverte, 01 80 20 39 21. Appel non surtaxé, vous pouvez appeler dès maintenant pour prendre rendez-vous. Anissa Dadis.